pour avoir commencé mes études à un moment où cette théorie était plus crue que l'autre. Parce que, quand même, Fred Hoyle, Thomas Gold, Bondy ne pouvaient pas se tromper. Pourtant, Georges Gamow, dès 1948, avait dit il doit y avoir un Big Bang chaud, parce que quand il y a eu la recombinaison de l'univers, forcément, dans cette recombinaison, il y a eu une forte émission de rayonnement, et ce rayonnement, il doit venir de quelque part. Et donc, il avait déjà prédit un rayonnement, qui serait partout, il y a 7 degrés, et puis finalement, comme vous le savez, on a trouvé le fond du ciel à 3K, Penzias et Wilson, et ensuite il y a eu Kobe qui a en plus trouvé que c'était un spectre parfait de corps noirs à 3 degrés K. La seconde prédiction pour arriver à faire quelque chose avec cet univers, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même des fluctuations. Que ces fluctuations puissent amener à plus tard la formation de structures dans l'univers. Et c'est surtout Zeldovich qui avait fait des très belles prédictions sur ces fluctuations, qui ont été pour la première fois vues par Kobe dans 1996, et Smoot a eu un prix Nobel pour ça, même si là c'était à une échelle beaucoup trop grande pour que ce soit celle qui a permis de faire naître les galaxies. Ensuite vous avez eu WMAP, un satellite américain, qui lui est descendu à des échelles suffisamment petites pour que l'on ait la forme des fluctuations originelles, qui, vous savez, sont de très très faible intensité, puisque inférieures au 100 millième du fond lui-même, mais suffisantes pour pouvoir plus tard donner naissance à la formation des galaxies. Puis ensuite, il y a le Planck, et là je sais que vous avez vu François Boucher, et donc je vous montre quand même les résolutions. Peut-être que François Boucher vous a montré cette figure aussi. Voilà ce que pouvait faire Kobe, voilà ce que pouvait faire WMAP, et voilà ce que peut faire Planck. Donc vous voyez, on connaît ces fluctuations avec de mieux en mieux. Et voilà la carte de Planck merveilleuse que vous avez tous vue. Donc, en parallèle à ça, il y a eu, et je pense que beaucoup d'entre vous doivent le savoir, en étudiant les supernovas comme chandelle standard, on s'est aperçu que des supernovas qui étaient lointaines, d'après leur décalage vers le rouge, en fait, semblaient pas suffisamment lumineuses. Et donc, ça veut dire que, ou bien on comprend mal l'évolution des supernovas, ou bien elles étaient en réalité plus loin qu'on ne pensait. Et on pense que c'est la deuxième explication qui est la bonne, et que donc l'univers était en fait dans une expansion accélérée, et pas comme on pensait au début, une expansion décélérée. C'est très amusant parce que cette découverte elle a une quinzaine d'années. Si vous lisez des papiers d'il y a seulement 17 ans, vous verrez, on va aller mesurer la décélération de l'expansion de l'univers. En fait, quand on a mesuré, c'était accélération, et donc ça a été la découverte de l'année, et on a vu de nouveau Einstein revenir. D'ailleurs, on me rappelait aujourd'hui que et Einstein et Lemaitre ont eu le prix Janssen de la SAF, donc c'est toujours agréable de parler d'eux ici. Et c'est là où on a parlé d'un univers avec finalement de l'énergie noire, surtout un peu de matière normale, à peu près 4%, et 23% de cette matière noire. Bon, alors cette énergie noire, on peut aussi arriver à elle à travers l'étude du fond du ciel à 3K. Et effectivement, les résultats de Wemak et de Planck sont tout à fait en accord avec ça. Et il y a une autre façon de le faire, et ça a été fait à l'aide du télescope Sloan de 2,50 m, qui est de mesurer, disons, lorsqu'il y a eu l'explosion du Big Bang, ensuite, vous savez, 380 000 ans plus tard, il y a eu la recombinaison du gaz, et c'est là où la matière s'est séparée de la lumière a continué et a fait le fond du ciel à 3K, et c'est là où, dans la matière, ont pu commencer les événements qui mèneraient plus tard à la formation de structures. Mais il y avait donc une échelle qui était déjà acquise à ce moment-là, et cette échelle, ensuite, qui était donc présente dans les fluctuations,
aller se propager à travers l'histoire de l'univers, et en emmenant avec elle la façon dont cette échelle de l'univers s'est agrandie au cours du temps. Donc, on peut dire, c'est les ondes sonores qu'il y avait au début de l'univers, dont on peut retrouver la trace à diverses époques en étudiant un très 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 grand nombre de galaxies. Par exemple, ici, avec Sloan, ils ont regardé toutes les galaxies qui ont moins de 6 milliards d'années. Donc c'est un nombre absolument énorme de galaxies dans ces parties du ciel qu'ils ont étudiées. Et à partir de là, on arrive de nouveau à des contraintes sur les constantes qui régissent l'univers et qu'il faut mettre avec les contraintes qu'on obtient avec le fond du ciel à 3K, etc. Et tout ça marche et finit par donner un modèle. On s'est rendu compte que du coup, on a besoin que de 6 paramètres pour faire un modèle de l'univers qui résolve les équations d'Einstein et qui donne les anisotropies de température mesurées par Planck et qui donne ce qu'on obtient avec les ondes acoustiques qui se propagent. Et je pense que c'est ce que a pu vous montrer François Boucher, et vous avez vu que donc Planck conforte toutes ces théories et fait un léger changement sur les constantes, en particulier la proportion de matière noire, etc., etc. Alors on pourrait se dire, oh ben il n'a fait que ça, mais non, c'est très important parce que le pas qui a été fait par Planck est beaucoup plus fort et plus précis que ce qu'il y avait avant. Et en particulier, je n'ai pas du tout pu parler d'inflation, mais vous allez sûrement beaucoup en entendre parler bientôt quand vous aurez Étienne Klein. Planck conforte complètement ces théories de l'inflation qui avant n'étaient pas vraiment encore confortées par toutes les choses qu'on avait avant. Donc, voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est une fois qu'on est arrivé à ça, bon là j'avais envie de passer par Emmanuel Kant, qui disait « Je suppose la matière de tout l'univers dans un état de décomposition générale que j'en fais un véritable chaos. Je vois alors les éléments se façonner d'après les lois connues de l'attraction et modifier leur mouvement en raison de la répulsion. J'ai la satisfaction de voir surgir de ce chaos un tout bien ordonné, sous la seule action des lois connues du mouvement et sans l'aide d'aucune supposition arbitraire. » Alors, est-ce qu'il nous reste quelque chose de tout cela? Eh bien, oui, parce qu'une fois que l'on a dit, on a compris où en était l'univers, donc au bout de 380 000 ans, ensuite, il va y avoir la formation de structures, et donc nous avons toutes les anisotropies dont nous avons parlé, qui contiennent les échelles, des ondes acoustiques, etc. Et puis, après, il faut laisser agir la gravité. Et la gravité, elle doit agir sur quoi? Et bien sur la matière, évidemment pas seulement la matière que nous connaissons, mais sur la matière noire. Et on s'aperçoit que si on considère que cette matière noire n'est pas comme la matière que nous connaissons, qui, quand vous essayez de la réunir, se réchauffe, il y a des collisions, il y a surtout beaucoup d'interactions avec la lumière. Si vous avez une matière qui n'interagit pas avec la lumière, qui ne fait que ressentir la gravité, eh bien, à ce moment-là, effectivement, comme dit Kant, vous pouvez calculer ce que va devenir l'univers. Donc, c'est ce qui a été fait. Au bout d'1 million d'années de ces grumeaux sont nés, et vous voyez de nouveau des filaments. C'est milliards d'années, le premier milliard d'années des filaments. Au bout de 3 milliards d'années, les filaments se sont beaucoup plus précisés. À l'endroit où se coupent les filaments, c'est là où il y a les puits de potentiel gravitationnel qui font que la matière va s'accumuler et qui va former des amas, et probablement aussi au centre des grosses galaxies elliptiques dont je parlais tout à l'heure. Et puis maintenant, donc, d'après ces modèles, la répartition de la matière noire serait comme ça. Alors ça, c'est la matière noire. La matière lumineuse, ben, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, elle va suivre tout ça, mais il va y avoir tous ces processus d'échauffement, d'émission de lumière, etc. C'est plus difficile à calculer. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir aller regarder. Et là, je vous montre un résultat en 3 dimensions. Et
Montre-moi qui est en 3 dimensions, soit gentil. Voilà. Encore une étude en comptant énormément de galaxies, cette fois-ci dans un champ de 2 degrés par 2 degrés qui s'appelle Cosmos. On a pu voir, je vous le montre de nouveau, cette fois-ci la structure de la matière visible. Et jusqu'à un décalage vers le rouge de 1,5. Donc vous voyez un peu moins que quand l'univers avait moins que la moitié de l'âge qu'il a maintenant. Mais vous voyez qu'on va quand même quelque chose qui rappelle bien les filaments que je vous ai montrés tout à l'heure, qui eux étaient tout théoriques. Voilà. Puis après j'avais des choses plutôt sur ce qu'on va faire par la suite. La matière noire, vous savez que nous sommes capables de dire où elle est parce qu'elle dévie la lumière, comme l'avait montré Einstein. Et donc en regardant la déformation des objets